La rupture conventionnelle. À première vue, ça semble simple, n'est-ce pas? Un accord à l'amiable, on se quitte bons amis. Mais quand on commence à gratter la surface, surtout du côté de l'indemnité, on découvre de vrais pièges. Des pièges qui peuvent coûter très, très cher. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, je précise que cette analyse vous est présentée par le SASDD, le syndicat autonome de la solidarité et de la défense des droits des salariés. Voilà, c'est l'image qu'on en a tous. Un accord à l'amiable, simple, rapide, on se serre la main et l'affaire est réglée. Pas de conflit, pas de vagues. Honnêtement, sur le papier, ça a l'air d'être la solution parfaite. Une sorte d'image d'Épinal de la fin de contrat. Mais parce qu'il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Derrière cette belle façade, il y a la question qui fâche, l'argent, l'indemnité. Et croyez-moi, c'est là que les choses commencent à sérieusement se compliquer. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière le calcul de cette fameuse indemnité? Bon, allons-y pas à pas. Commençons par la base. La règle numéro 1. La loi, elle, a l'air plutôt claire. Elle nous dit il y a un montant minimum, un plancher en dessous duquel l'employeur n'a, en principe, pas le droit de descendre. Simple, non? Eh bien, en théorie seulement. Ce principe, il est gravé noir sur blanc dans l'article L 1237-13 du Code du travail. C'est très clair, l'indemnité de rupture conventionnelle ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. C'est la garantie de base, la règle d'or. Il faut bien retenir ça. D'accord, la règle est posée. Mais imaginons la situation. L'employeur, que ce soit par erreur ou, soyons lucides, parfois de manière tout à fait volontaire, propose moins que ce minimum. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est là précisément que la situation devient critique. Et là, la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est une question de pure logique. Si la condition de base, ce fameux montant minimum, n'est pas respectée, est-ce que ça annule tout? Est-ce qu'on peut faire comme si de rien n'était et retrouver son poste? Le bon sens voudrait qu'on réponde oui, évidemment. Une condition essentielle de l'accord n'est pas remplie, donc l'accord est nul. Logique. Sauf que, en droit, et particulièrement face aux tribunaux, la logique et la réalité ne font pas toujours bon ménage. Et tenez-vous bien, voici la douche froide. La Cour de cassation, dans un arrêt de 2015, a dit quelque chose d'assez stupéfiant. Le fait de recevoir une indemnité trop faible, eh bien ça n'entraîne pas en soi la nullité de la convention de rupture. Non, vous avez bien entendu, la rupture, elle, est bien validée. Et les conséquences sont énormes. Pour le salarié, c'est un véritable piège qui se referme. Imaginez, le contrat est rompu, c'est un fait. Pas de retour en arrière possible juste pour ça. Pour récupérer son dû, la seule solution, c'est d'aller au prud'homme, et souvent juste pour un complément. Et pour faire annuler la rupture, il faudrait prouver une fraude ou un vice du consentement. Autant dire, mission quasi impossible. Maintenant qu'on a posé ce cadre, qui est déjà assez glaçant, on va regarder des cas très concrets. Des situations pièges où cette complexité juridique peut se retourner violemment contre le salarié. Il y a des choses qu'il faut absolument savoir pour se défendre. Le premier cas, et franchement c'est peut-être le plus révoltant, concerne les plus fragiles, les salariés qui ont moins d'1 an d'ancienneté. Pour eux, ce n'est même plus un casse-tête juridique, c'est un véritable vide juridique. Regardez-moi ce chaos. D'un côté, la loi qui dit « il faut une indemnité ». De l'autre, une cour d'appel qui ose juger que cette indemnité peut être de 0. L'administration, elle, plus raisonnable, préconise un calcul au prorata. Et la cour de cassation, la plus haute juridiction, silence radio. Le résultat? Une insécurité juridique totale pour le salarié. Allez, passons au deuxième grand piège. Celui-ci est plus subtil. Il concerne le choix entre l'indemnité prévue par la loi et celle, souvent bien meilleure, prévue par la convention collective. Normalement, en droit du travail, on applique le principe de faveur. Ça veut dire qu'on prend toujours la règle la plus avantageuse pour le salarié. Donc, si la convention collective est plus généreuse que la loi, c'est elle qui doit servir de plancher. Simple, non? Vous vous en doutez, là aussi, il y a un mais. Et le piège, le voilà. Certaines conventions collectives ont plusieurs types d'indemnités. Une pour licenciement économique, souvent élevé, et une autre pour motif personnel, souvent plus faible. Devinez laquelle l'administration autorise l'employeur à prendre comme référence. La plus faible, bien sûr, c'est hallucinant. On lui permet de choisir l'option la moins disante et de minimiser ce qu'il doit. Et ce n'est pas juste nous qui le disons. Les juristes eux-mêmes sont stupéfaits. Cette note d'éditeur le dit bien. On peut s'étonner que l'administration retienne systématiquement le versement de l'indemnité conventionnelle la plus faible. C'est une position qui bafoue un des piliers de notre droit du travail. Un dernier point, plus technique mais absolument crucial, la date de calcul. C'est un détail qui peut tout changer.
Attention, l'ancienneté et le salaire de référence ne se calculent pas au jour où l'on signe la convention. Non, ils doivent être calculés à la date de rupture effective du contrat, en incluant toute la période travaillée jusqu'au dernier jour. Alors, si on fait le bilan de tout ça, le constat est assez sombre, il faut être honnête. On voit bien que le salarié se retrouve la plupart du temps bien seul face à une machine juridique complexe, avec des choses-trappes à chaque étape. Donc, pour résumer, voici les 4 points d'alerte à garder en tête. 1. Une indemnité trop basse ne fait pas annuler la rupture. 2. Pour les courtes anciennetés, c'est le flou total, et donc un danger maximum. 3. L'employeur peut choisir l'indemnité la moins chère pour lui. Et 4. La date de calcul, c'est à la fin du contrat, pas avant. 1. Voilà le chiffre qui résume tout ça. Un salarié. Souvent, seul. Seul face à son employeur. Seul face à des textes de loi illisibles. Et seul face à des décisions de justice qui, parfois, semblent lui tourner le dos. Face à ce constat, il n'y a qu'une seule conclusion possible. L'isolement, c'est la défaite assurée. La seule façon de rééquilibrer la balance, c'est le collectif. Être informé? Oui. Être conseillé? Bien sûr. Mais surtout, être soutenu. Parce que la rupture conventionnelle ne devrait pas être un parcours du combattant. C'est un droit. Et un droit, ça se défend, ça se respecte. Et pour y arriver, il faut briser l'isolement. C'est la condition de base. Voilà pourquoi, pour être accompagné, pour vraiment comprendre ses droits et surtout pour les faire valoir, il n'y a pas de secret, il faut s'organiser. Adhérer au SEASD, c'est justement ça. C'est transformer cette solitude en une véritable force collective. Toutes les informations sont sur SEASD.fr. Merci de votre attention.